On va regarder cet exercice qui a été posé récemment à l'oral de l'XESPCI en filière PC, où on prend donc une matrice réelle dont on suppose qu'elle vérifie cette équation polynomiale a au cube plus a égale 0. Il est demandé de justifier que le rang de cette matrice est pair, et c'est un exercice qui n'est pas spécialement difficile, mais je me suis dit que ça serait assez intéressant parce qu'on peut le traiter notamment par au moins deux méthodes que je vais vous proposer, et il y a moyen de discuter autour de ces deux méthodes. Donc la première méthode est totalement compatible avec les programmes de première année, où on regarde juste l'endomorphisme induit par A sur son image. Donc ça, on va en parler dans un instant. Juste en considérant cet endomorphisme, il y a moyen de démontrer ce qui est demandé. Et une autre manière, qui repose plus sur le programme de deuxième année, c'est d'utiliser le polynôme annulateur qui nous est donné pour justifier que A est diagonalisable et en déduire ce qui est demandé là aussi. On va donc s'attacher à la première méthode, dans laquelle on introduit l'endomorphisme U donne AU de l'image de A, ce qu'on pourrait appeler l'endomorphisme induit par A sur son image. Notez que si on prend U, n'importe quel vecteur colonne convenable, AU est dans l'image de A, c'est grosso modo la définition de l'image de A, donc ceci est bien un endomorphisme, et la linéarité est connue. Et on va voir comment exploiter cette relation, que je rappelle ici, A au cube plus A égale 0, comment l'exploiter pour en déduire quelque chose sur cet endomorphisme. Donc pour ça, je vais prendre un élément de l'image de A, que je nomme Y, je l'écris sous la forme A fois U, et on va multiplier ce vecteur U par A au cube plus A, qui vaut 0, et ça nous donne A au cube fois U plus AU égale 0. On se souvient que AU c'est Y, et ça nous donne donc A carré Y plus Y égale 0. Et ça, c'est vrai pour n'importe quel vecteur Y dans l'image de A. Bien entendu, AY, c'est FA de Y. Et quand on multiplie une deuxième fois par A, c'est qu'on a appliqué une deuxième fois l'endomorphisme FA. Et bien sûr, Y, c'est l'image de Y par l'identité. Donc, ce qui vient d'être démontré, c'est au niveau des applications, au niveau des endomorphismes, l'égalité FA carré plus identité de l'image de A égale 0. Et notez au passage qu'on aurait eu le même raisonnement avec n'importe quelle relation du type, je ne sais pas, si on avait eu une relation comme celle-ci, on aurait pu faire un raisonnement du même type. Alors, mettons A ici, si le but était de montrer quelque chose sur l'endomorphisme induit F indice A, à partir du moment où il n'y a pas de composante identité ici et où il y a une composante non nulle avec un coefficient non nul pour la puissance unième de 1, je ne sais pas si ça se dit, à partir de ce moment-là, on a un raisonnement du même genre qui permettrait de montrer que FA est une bijection, quelque chose dans ce goût-là. En attendant, donc, grâce à cette égalité que l'on va réécrire sous cette forme, eh bien, on va prendre le déterminant. Donc, on se souvient de plusieurs relations. D'abord, le déterminant de f rond g, quand f et g sont des endomorphismes, c'est le produit des déterminants. Pas des degrés, des déterminants. Ce qui nous dit que le déterminant du carré de FA, c'est le carré du déterminant de A. Et l'autre propriété, quand on prend le déterminant de lambda fois un endomorphisme d'un espace de dimension finie, ça fait lambda puissance dimension de E fois le déterminant de F. C'est le caractère multilinéaire du déterminant qui donne cette relation. Et on obtient donc cette formule dans laquelle le carré du déterminant de FA est égal à moins 1 puissance le rang de A, le rang étant la dimension de l'image de A, et puisque ce nombre à gauche est positif, celui-ci doit être positif, donc l'exposant est un entier pair. Alors on savait déjà que c'était un entier, bien sûr, mais ça prouve que cet entier est pair. Et ça conclut cette première démonstration. Alors, notez que ceci peut être rapproché
d'un certain nombre d'exercices, notamment des exercices sur les valeurs propres impaires des endomorphismes d'espaces vectoriels réels. Mais je ne vais pas entrer là-dedans parce que j'ai déjà prévu un certain nombre de digressions. Et voici la première digression. C'est un énoncé que je ne vais pas résoudre dans cette vidéo parce que ça ne fait pas partie des objectifs que je me suis fixés. Lorsqu'on prend un endomorphisme F d'un R-espace de dimension finie qui vérifie cette relation, F carré égale moins identité, comme dans ce qu'on a vu juste avant, eh bien, il est possible de montrer que la matrice de F dans une certaine base est de cette forme. Alors en particulier, cette écriture par bloc nécessite que la dimension de E soit paire, mais ça on vient de le voir. La dimension de E, ou plutôt moins 1 puissance dimension de E, c'est le carré du déterminant de F. Et donc le fait qu'on ait pris un R espace vectoriel ici est essentiel, puisque avec un C espace vectoriel, ça ne marcherait plus. Et dans ce cas-là, donc, on peut démontrer ceci, ce qui signifie que F se comporte en quelque sorte comme une rotation d'angle pi sur 2. Parce qu'une rotation d'angle pi sur 2 dans R2, c'est représenté par cette matrice. Et au carré, ça donne bien moins d'identité, une rotation d'angle pi. Et donc il y a une sorte de généralisation là-dedans. Je ne vais pas détailler la manière dont ceci se démontre. Je le laisse en exercice. Et on va passer à la deuxième méthode. Ah, alors attendez, je suis en train de me demander... j'étais tenté de creuser davantage sur l'endomorphisme induit, mais là encore, suffisamment de digression déjà pour cette vidéo. Alors la méthode de diagonalisation consiste à exploiter le polynôme annulateur qui nous est donné pour la matrice A en utilisant plusieurs propriétés du polynôme annulateur. Il y en a une première qui est une restriction sur le spectre. Donc, le polynôme C se factorise de la manière suivante: x facteur de x moins i facteur de x plus i. Et on sait que lorsqu'on possède un polynôme, quand une matrice ou un endomorphisme possède un polynôme annulateur, les valeurs propres sont parmi les racines de ce polynôme annulateur. Donc ici, le spectre complexe de A est inclus dans cet ensemble à 3 éléments. On sait par ailleurs que le polynôme caractéristique de A est de degré n et unitaire. Donc, le caractère unitaire fait qu'il va se factoriser sous cette forme. Dans cette formule, j'appelle A la multiplicité de 0 en tant que valeur propre de la matrice grand A, avec la convention que petit a peut être nul dans le cas où 0 n'est pas une racine du polynôme caractéristique. Mais dans ce cas-là, donc la multiplicité A ou l'exposant A, ça marche aussi. Même chose pour B et C. Et notez que ce polynôme est de degré n, donc A plus B plus C est égal à n. Ça, on va y revenir. Le point suivant, c'est que ce polynôme est un polynôme réel. Et lorsqu'on prend un polynôme P dans R crochet X et un lambda dans C, la multiplicité de lambda en tant que racine de P, c'est la même que pour le conjugué lambda bar, y compris dans le cas où lambda n'est pas une racine, auquel cas ces deux nombres valent 0. Et dans le cas qui nous occupe, on va appliquer ça à i et moins i pour conclure que les deux exposants B et C, qui sont les multiplicités respectives de i et moins i, sont égales entre elles. Et si on applique ça dans la formule que j'avais écrite plus haut, que je rappelle, à savoir que la somme des degrés vaut n, et bien maintenant, n s'écrit a plus 2b, et on commence à voir où est-ce qu'un entier pair va surgir. Il n'y a plus qu'à montrer que le rang de la matrice vaut effectivement 2b. Et c'est là qu'on va réutiliser notre polynôme annulateur. J'ai rappelé ce qu'on avait vu un peu plus tôt, que la matrice A admet ce polynôme comme polynôme annulateur, et ce polynôme s'avère être scindé sur C à racine simple, et il y a un théorème classique de deuxième année qui nous dit que en cas d'existence d'un tel polynôme annulateur scindé à racine simple, la matrice est diagonalisable. La réciproque est vraie aussi,
mais elle est beaucoup plus directe. Le sens qu'on utilise ici, c'est celui-ci. On va en déduire que la matrice A est diagonalisable en tant que matrice complexe. Et une conséquence de la diagonalisabilité, c'est le fait que pour chaque valeur propre dans le spectre de A, la dimension de l'espace propre associé est égale à la multiplicité de cette valeur propre. Donc en particulier, la dimension du noyau de A, c'est la multiplicité, c'est-à-dire ce que j'ai appelé petit a un peu plus tôt. Et on va reporter ça dans la formule qu'on avait précédemment, n égale a plus 2b. On va reporter ça et on va exploiter le théorème du rang. Le but est d'obtenir le rang de la matrice A. Et ce rang vaut n moins la dimension du noyau, c'est-à-dire 2b. Et ça conclut cette deuxième méthode pour justifier que le rang de A est un entier pair. Alors là aussi, j'ai une petite digression à faire qui est, mais au fait, c'est pas de la triche ça. C'est-à-dire que le rang de A au départ, c'est le rang d'une matrice réelle. Et pour obtenir ce rang, je vais passer par le monde complexe. Et donc j'ai écrit que la dimension du noyau de A est égale à la multiplicité, mais on parle là de dimension dans le monde complexe, puisqu'on a regardé les valeurs propres complexes, les espaces propres complexes. Est-ce que la dimension est la même? Est-ce que le rang de A est le même selon qu'on considère la matrice A comme matrice réelle ou comme matrice complexe? Et j'en parle d'autant plus volontiers que ça, c'est une question qui est fréquemment posée à l'oral. Évidemment, je fais cette vidéo comme d'habitude en période où les gens passent l'oral. Donc, est-ce qu'il n'y a pas une arnaque dans le fait d'avoir utilisé la formule du rang dans le cas complexe et pas dans le cas réel? Alors, le fait est que, oui, le rang est effectivement le même quand on considère une matrice réelle en tant que matrice réelle ou en tant que matrice complexe. Le rang est le même et je vais tâcher d'expliquer un petit peu pourquoi. Je vais rappeler donc, si on prend, donc je vais noter rang réel de A, c'est la dimension réelle de l'image réelle de A. Alors il va falloir que je précise un peu ce que j'entends par là. Et la même chose dans le cas du rang complexe de A, qui est la dimension en tant que C espace vectoriel de l'image complexe de A. Alors, qu'est-ce qu'on appelle image réelle de A, image complexe de A? Eh bien, tout à l'heure, je parlais de l'endomorphisme de l'image de A. Au départ, il va y avoir un endomorphisme complexe de l'espace des colonnes, et il va y en avoir deux, selon qu'on prend l'espace des colonnes réelles ou l'espace des colonnes complexes. Je viens de dire complexe. Donc dans les deux cas, on parle bien de l'endomorphisme canoniquement associé qui envoie U sur AU dans les deux cas, qu'on représente, qui se trouve être représenté dans la base canonique par la matrice A. Pour ça qu'on l'appelle endomorphisme canoniquement associé. FA est un R endomorphisme, GA est un C endomorphisme. Et à ce titre, donc l'image, ce qu'on appelle l'image de A, c'est l'image de l'un ou l'autre des endomorphismes, selon le contexte qu'on se donne. Et c'est un R espace vectoriel ou un C espace vectoriel, selon le contexte. Et alors pourquoi est-ce que la dimension est la même? Eh bien, une propriété classique et facile à voir, c'est que si on donne un nom aux colonnes de cette matrice, eh bien l'image de cet endomorphisme, c'est l'espace vectoriel engendré par les colonnes. C'est-à-dire que l'image réelle de A, c'est l'espace vectoriel engendré au sens réel par les colonnes, comme ceci. Et même chose pour l'image au sens complexe de A, c'est l'espace engendré
par les mêmes colonnes, mais cette fois en prenant les combinaisons linéaires à coefficients complexes. Et comment est-ce qu'on calcule la dimension de cet espace? On le calcule en extrayant une base par l'algorithme de la base extraite, dont je rappelle rapidement le principe. On parcourt la liste des colonnes jusqu'à trouver une colonne non nulle. On la prend comme premier vecteur de base. Ensuite, on regarde parmi toutes les autres colonnes la première qui n'est pas combinaison linéaire de celle qui précède. On l'ajoute pour constituer une famille libre et on continue tant que c'est possible. Donc on extrait au fur et à mesure des vecteurs tant qu'ils forment une famille libre. Ou une autre manière de dire, on regarde dans la liste des vecteurs s'il y en a un qui est combinaison linéaire de ceux qui précèdent. Si c'est le cas, on l'élimine, et si ce n'est pas le cas, on le conserve parce que jusque-là, la famille des vecteurs est libre. Et on élague la famille au fur et à mesure. Et il se trouve que si on effectue cet algorithme au sens réel ou au sens complexe, on arrive au même résultat. Alors pourquoi? Eh bien parce que... alors comment expliquer ça? Alors attendez, je suis en train de me rendre compte que mon explication n'est pas claire du tout. C'est là qu'on voit que la page qui n'est pas préparée est beaucoup moins fluide. Non, en général, la méthode c'est là qu'on voit aussi que j'enseigne pas en première année, la méthode qu'on utilise pour calculer le rang peut aussi être la méthode du pivot, dans laquelle j'aurais dû le préparer, dans laquelle on utilise des opérations sur les lignes et les colonnes pour faire apparaître des zéros. J'aurais vraiment dû le préparer. Je sais pas, mettons voilà, que je fasse. Mon exemple est un peu pourri. Enfin bref, quand j'applique la méthode du pivot, j'utilise une colonne non nulle. Je sélectionne un pivot et j'utilise ce pivot pour choisir des opérations qui, à l'étape suivante, vont faire apparaître des zéros sur toute la ligne. Je choisis un pivot non nul sur la première ligne pour faire apparaître à l'aide de ce vecteur pour annuler tous les coefficients sur cette ligne, et je recommence aux étages suivants tant qu'on arrive à faire quelque chose d'échelonné. Et à la fin, le nombre de pivots qui reste va donner le rang de la matrice. C'est cette méthode du pivot. Et ce qui se passe, c'est que comme tous les coefficients de la matrice sont réels, quand on effectue cet algorithme, à chaque étape, les combinaisons linéaires qu'on effectue pour faire apparaître le zéro sont des combinaisons linéaires à coefficients réels, et ceux qu'on effectue la recherche en tant que matrice réelle ou en tant que matrice complexe. C'est-à-dire que quand on fait les combinaisons linéaires complexes issues de la méthode du pivot, de toute façon, les coefficients des combinaisons linéaires vont être réels puisque toutes les colonnes sont réelles depuis le début. Et c'est un invariant de boucle dans cet algorithme qu'à chaque étape, tous les coefficients vont demeurer réels. Il ne va pas y avoir des nombres non réels qui vont apparaître comme par enchantement au fil de cet algorithme. Donc c'est le principe d'un invariant de boucle, également connu comme récurrence finie. Voilà, donc j'aurais terminé par cette explication clairement pas claire du fait que le rang soit le même, quel que soit le type de calcul. J'aurais dû commencer par là, par parler dès le début de cette méthode du pivot. Merci d'avoir suivi cette vidéo. La prochaine fois, on verra plutôt des probas et de l'analyse.